Ma mère a laissé un message vocal. Tu es exclu de l'entreprise familiale. Attends-toi à un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement répondu, compris. Puis j'ai tranquillement vendu ma part de 40%, et 48 heures plus tard, 72 appels manqués, mon frère me suppliant d'annuler la vente. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai besoin de votre aide. J'ai remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de soutenir. C'est rapide, c'est gratuit, et cela m'aide à continuer à vous offrir du bon contenu. Votre soutien signifie beaucoup. Commençons maintenant notre histoire ensemble. La notification est apparue sur l'écran de mon téléphone, un petit chiffre rouge au-dessus de l'icône des messages vocaux. C'était maman. Une vague de tension familière m'a envahi, celle qui semblait toujours accompagner ses appels. Même maintenant que je vivais à 2 états de là et que j'avais construit une vie qu'elle semblait à peine reconnaître. J'ai pris une grande inspiration, me disant que c'était probablement juste à propos des vacances ou qu'elle voulait peut-être que je relise encore des documents de l'entreprise. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix, d'habitude chaleureuse et enjouée, était sèche, formelle, dépourvue de toute introduction. « Alex, commença-t-elle, et l'absence de mon chéri ou de mon trésor fut le premier choc. Ton père, ton frère et moi avons pris une décision concernant l'entreprise familiale. Nous avons décidé de restructurer. Avec effet immédiat, tu es exclu de l'entreprise familiale. Nous avons décidé de racheter ta part. Attends-toi à un appel de notre avocat. » Le message s'est terminé. Le silence qui a suivi était absolu, assourdissant dans mon appartement silencieux. Ma main tremblait tellement que le téléphone a presque glissé de mes doigts. Un nœud glacé s'est formé dans mon estomac, se propageant comme de la glace dans ma poitrine. Ma cage thoracique s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. J'ai fixé le mur, la couleur de peinture soigneusement choisie semblant soudain lointaine et insignifiante face à l'entreprise familiale. L'entreprise pour laquelle j'avais saigné, sacrifié, que j'avais maintenue à flot plus de fois que je ne pouvais le compter. Ce n'était pas juste une question d'argent, même si ma participation de 40% était significative. C'était tout ce que cette part représentait. C'était mon histoire, mon lien, le dernier fil fragile me liant à une famille qui ressemblait plus souvent à une entreprise distante et exigeante qu'à une source d'amour et de soutien. Mon grand-père avait fondé l'entreprise, une petite société de fabrication construite sur la sueur et une poignée de main. À son décès, il l'avait répartie en donnant 40% à papa, 20% à maman, et 40% à moi. Mon grand frère, Marc, était encore jeune à l'époque, à peine entré à l'université, et grand-père avait dit que ma part était censée être mon fondement, ma place dans le futur de la famille à condition que je sois prêt à travailler pour. Et je l'étais. Je m'y suis plongé juste après le lycée, apprenant la comptabilité, les opérations, tout. Pendant que Marc partait obtenir un diplôme de commerce qu'il semblait rarement utiliser dans les affaires concrètes. Papa ne s'intéressait pas au quotidien. Maman était le visage de l'entreprise, s'occupant des clients et du marketing, tandis que Marc a fini par glisser dans les opérations, charmant tout le monde mais se salissant rarement les mains avec des détails comme les stocks ou, Dieu nous en préserve, les salaires. Ça, c'était pour moi. Oh, maman disait toujours, Alex s'occupe des chiffres. Dieu le bénisse. Il ne comprend pas les vraies affaires. D'un geste de main affectueux mais condescendant. Marc ajoutait en riant, ouais, Alex, c'est notre comptable maison. Il garde les lumières allumées. Et je le faisais. Je gardais les lumières allumées. Quand le marché chutait et que maman et Marc avaient trop dépensé pour une mise à jour tape à accent grave-l'œil et inutile, c'était ma part de 40% qui devenait le fonds d'urgence de l'entreprise. J'ai retardé l'achat de ma première voiture, réinjectant l'argent dans des paiements urgents à des fournisseurs. J'ai repoussé le remboursement de mes prêts étudiants, envoyant ce que j'avais économisé pour une maison afin de couvrir les salaires pendant les mois creux. J'ai liquidé les investissements que j'avais faits avec l'argent de mes petits boulots d'enfance juste pour éviter que l'entreprise ne fasse défaut sur un prêt. Ma part de 40% ressemblait moins à un actif qu'à une veine ouverte permanente dont l'entreprise se nourrissait et qu'elle avait besoin d'une transfusion. C'était comme une chaîne enroulée autour de mon avenir, me tirant en arrière chaque fois que j'essayais d'avancer. Je l'acceptais parce qu'au fond, je désirais leur approbation. Je voulais qu'ils me voient, non pas seulement comme le gars qui réglait les crises budgétaires, mais comme un membre vital, respecté de la famille et de l'entreprise. J'y ai versé de l'argent et de l'espoir, croyant qu'un jour, ils me verraient non pas comme une tirelire, mais comme un fils, un frère, un partenaire. C'était mon angle mort, croire que les liens du sang signifiaient une loyauté et une justice inconditionnelle, que mes efforts devaient forcément compter à leurs yeux un jour. Chaque dollar envoyé était une supplication silencieuse. Me vois-tu? Me valorises-tu? Avec du recul, les signes étaient toujours là. Être exclu des réunions stratégiques clés auxquelles Marc, malgré son incompréhension financière, assistait. Des décisions prises qui impactaient directement les finances de l'entreprise,
et que je découvrais seulement quand les comptes ne s'équilibraient plus. Le rejet désinvolte de mes suggestions par maman, toujours avec cette gentillesse condescendante. Marc me coupant sans cesse quand on parlait affaires lors des réunions de famille, m'excluant physiquement des conciliabules avec papa ou maman. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une exclusion systématique, comme si on m'effaçait de la photo de famille, une de ces vieilles photos dont on rogne les visages oubliés. La confiance s'érodait lentement, douloureusement, mais je m'accrochais à l'espoir d'appartenir. Puis le message vocal. Tu es dehors. L'espoir s'est brisé. Le besoin d'acceptation s'est transformé en une boule froide, dure, dans ma gorge. Ce n'était pas juste douloureux. C'était la trahison ultime de tous les sacrifices que j'avais faits. Je n'ai pas répondu immédiatement au message vocal. Je ne pouvais pas. Je suis resté là. Le silence de mon appartement, le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge amplifiaient l'absence laissée par ces mots. Ce n'est que le lendemain que j'ai commencé à digérer la nouvelle. Le choc initial a laissé place à une douleur confuse. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'avais fait? Puis 3 semaines plus tard, la réponse m'est parvenue par le moyen le plus impersonnel imaginable. Je faisais défiler Facebook, voyant le mélange habituel de photos de vacances et de bébés, quand j'ai vu un post sur la page d'un groupe local d'entrepreneurs. C'était une photo, maman et Marc rayonnant, serrant la main d'un homme que je ne connaissais pas. La légende annonçait un nouveau partenariat majeur pour notre entreprise familiale, un partenariat qui nous propulserait dans une nouvelle ère de croissance. C'était comme regarder défiler l'annonce de mes propres funérailles entre des photos de vacances et des photos de bébés. Ils avaient signé un accord majeur faisant entrer un nouveau partenaire, un accord qui allait sans aucun doute affecter la structure, les finances et l'avenir de l'entreprise dans laquelle je détenais une part importante. Et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. La trahison, ce n'était pas juste le message vocal. C'était le mépris total, l'humiliation publique d'être traité comme si j'étais tellement insignifiant qu'on ne m'avait même pas informé directement. J'ai appelé maman. Elle a été évasive. Oh, ça? Oui. On comptait te le dire. Tout s'est passé très vite. Vite? Maman, c'est un partenariat majeur. Ma part est affectée par ça. Pourquoi n'ai-je pas été impliqué? Pourquoi n'ai-je même pas été informé? Alex, soupira-t-elle. On pensait que tu n'avais pas besoin d'être impliqué. Tu n'es pas là tous les jours. C'était des choses compliquées. On s'en est occupé. La gentillesse condescendante était de retour. Mais maintenant, elle coupait comme une lame de rasoir. Puis Marc est intervenu, sa voix décontractée, arrogante. Ouais mec. T'es juste le gars des chiffres. Laisse-nous gérer les vraies décisions. Tu ne comprendrais pas de toute façon. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Juste le gars des chiffres. L'expression qui m'avait toujours agacé semblait désormais résumer parfaitement leur vision de moi. Tous mes sacrifices, toutes mes années à les maintenir à flot réduit à une étiquette simpliste et insultante. La douleur initiale se transforma en une colère froide et dure. L'angle mort, l'espoir d'être accepté, ne s'était pas simplement évaporé. Il avait été arraché violemment. Je les voyais clairement désormais, non pas distraits ou involontairement blessants, mais délibérément exclusifs et irrespectueux pour leur propre intérêt et leur confort. Après cette conversation, je me suis tu. Ils s'attendaient probablement à ce que je me dispute, que je supplie, que j'essaie de me raccrocher à ma place. Ça, c'était l'ancien Alex, celui qui quémandait leur approbation. Mais cet Alex-là était parti. Le message vocal, suivi de la découverte sur Facebook et de leur explication condescendante, avait fondamentalement changé quelque chose en moi. J'en avais fini de saigner pour des gens qui ne me voyaient pas comme un partenaire, un frère, un fils, mais seulement comme une ressource à exploiter puis à jeter. Ils voulaient que je sorte. Très bien. Je ne mènerai pas leur combat, celui émotionnel et désordonné que je perdais toujours. Je mènerai le mien à mes conditions, en utilisant précisément ce qu'ils pensaient me définir. Les chiffres, la logique d'entreprise, la compréhension des finances qu'ils n'avaient pas. Le virage stratégique a commencé immédiatement. Je n'ai pas crié, pas envoyé de message en colère. J'ai pris le téléphone et appelé un avocat, un juriste d'affaires pointu que j'avais rencontré par un contact il y a des années. Je lui ai exposé la situation. Ma participation de 40%, mon historique de soutien financier, le nouveau partenariat non divulgué, le message vocal m'excluant, la menace de leur avocat. J'ai aussi mentionné, presque en passant, les nombreux dossiers financiers que j'avais conservés au fil des ans, chaque transfert, chaque paiement que j'avais couvert, chaque prêt informel. L'intérêt de mon avocat s'est intensifié à la mention des dossiers. C'est la clé, Alex, a-t-il dit. La documentation change tout. Les jours suivants, je suis devenu une machine. J'ai fouillé dans de vieux emails, relevés bancaires, dossiers physiques que je possédais encore. J'ai tout organisé, créant une chronologie claire et indéniable de mes contributions financières et de leur dépendance envers moi.
J'ai aussi commencé à examiner les rapports financiers limités auxquels j'avais eu accès, en les recoupant avec des dépôts publics, essayant de comprendre la santé financière de l'entreprise avant ce nouveau partenariat. En le faisant, j'ai commencé à remarquer des incohérences, de petites choses qui ne collaient pas, des signes de tension financière allant au-delà des simples baisses de marché. Ce n'était pas juste de la mauvaise gestion. C'était comme si quelque chose avait été activement dissimulé, ou l'était depuis un moment. Cela renforçait la préparation au rebondissement à venir. Le sentiment que leur empressement à me sortir et à faire entrer un nouveau partenaire n'était pas juste pour me couper, mais pour dissimuler quelque chose, peut-être lié à des problèmes passés que j'avais inconsciemment aidé à résoudre. Avec ma documentation préparée et revue par mon avocat, la voie à suivre était claire. Il voulait me racheter, soit. Mais il ne dicterait ni le prix ni le récit. Mon avocat m'a expliqué que forcer un rachat nécessitait des procédures juridiques spécifiques, mais que vendre ma part à un tiers était souvent plus simple, surtout si l'accord d'exploitation ne l'interdisait pas explicitement. Mon avocat avait des contacts dans le monde des affaires, y compris des investisseurs spécialisés dans l'acquisition de participations dans des entreprises familiales privées, parfois avec des dynamiques complexes ou des problèmes non révélés. Nous avons trouvé une partie intéressée, un groupe de capital investissement. Ils étaient rusés, focalisés uniquement sur les chiffres et le potentiel. J'ai présenté mon cas, étayé par mes dossiers financiers méticuleusement organisés. Je n'ai pas critiqué ma famille, mais j'ai exposé les faits. Mes 40% de participation, mon rôle de financier de facto, le nouveau partenariat dont je n'avais pas été informé, et la tentative de ma famille de me retirer unilatéralement et de me racheter à un prix inférieur à la valeur du marché. Ma documentation suggérait fortement des problèmes financiers sous-jacents dépassant les défis habituels. Le processus de vérification par l'équipe d'investisseurs a été rapide et approfondi, bien plus que ce que ma famille avait probablement jamais envisagé ou effectué elle-même. Ils ont consulté les livres officiels mais les ont aussi recoupés avec mes propres archives des rentrées et sorties d'argent pour combler leurs déficits. Mes notes méticuleuses sur certaines crises financières passées que j'avais évitées ont soudain pris une importance nouvelle. Puis vint le jour de la vente. Assis dans la salle de conférence aseptisée de l'avocat, en train de signer les papiers, cela semblait irréel. Il n'y avait ni cri, ni déclaration grandiose. Juste le grattement de mon stylo sur le papier, un son à peine audible mais qui brisait tout ce qui avait précédé. J'ai vendu ma part de 40%. Le sentiment n'était pas le triomphe, pas encore. C'était un mélange lourd de tristesse pour le rêve perdu d'une véritable entreprise familiale, de peur face à leurs réactions futures, et d'une satisfaction sombre d'avoir repris le contrôle. J'avais accepté leur décision, mais c'est moi qui avais dicté la manière. Mon dernier acte dans l'entreprise était silencieux, délibéré, irréversible. Une fois les papiers signés et les fonds sécurisés sur un compte séquestre géré par mon avocat, j'ai envoyé un simple mail en réponse au message vocal initial de ma mère. Un seul mot, compris. C'était le message le plus silencieux porteur de la signification la plus forte possible. Puis j'ai attendu. Les 48 heures suivantes furent une attente tendue et angoissante. Je savais que l'équipe des investisseurs allait se manifester, contacter ma mère et Marc pour les informer du changement de propriété et commencer leur examen approfondi des finances de l'entreprise en tant que nouveau détenteur de 40%. J'ai essayé de reprendre ma vie, mais je vérifiais constamment mon téléphone. Chaque notification m'envoyait une décharge d'anxiété. La tempête éclata le matin du deuxième jour. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Maman, Marc, la ligne de l'entreprise. Les appels manqués s'empilaient. +1, 025, 50, 72. L'écran clignotait en continu de notifications. Les messages affluaient, d'abord confus, rapidement paniqués, puis accusateurs, et enfin désespérés. J'ai finalement répondu à un appel de Marc. Sa voix, habituellement gonflée d'importance, était mince, stridente de panique. « Alex, qu'est-ce que t'as fait? Tu dois arranger ça. S'il te plaît, annule tout. » « Annuler quoi, Marc ?» Ma voix était calme, presque anormalement calme. La vente, cet investisseur, ils ont tout gelé. Ils demandent tous les livres de compte, ils vérifient tout. Ils ont dit qu'ils ont trouvé des problèmes. La révélation m'a frappé, nette et claire. La diligence raisonnable standard de l'investisseur, alimentée par les indices contenus dans ma documentation et leur propre expertise, avait immédiatement mis en lumière l'ampleur de la mauvaise gestion financière que je soupçonnais. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion. C'était suffisamment grave pour qu'un nouveau propriétaire arrête les opérations et exige un audit complet. Ma sortie stratégique, combinée à leurs pratiques cachées, avait tout révélé. Le moment de justice, ou du moins de vérité, avait commencé. Ma vente discrète n'était pas juste un départ. C'était moi tirant la goupille d'une grenade qu'ils ne savaient pas que je tenais, chargée de preuves qu'ils m'avaient eux-mêmes aidé à accumuler au fil des années. Des problèmes, ai-je répété, laissant son angoisse planer dans l'air. C'est leur droit, Marc.
Ils détiennent 40% maintenant, comme moi avant. Mais maman a dit que tu étais dehors. Elle a envoyé le message vocal. On allait te racheter. Vous avez dit que j'étais dehors. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin que je sois impliqué. Vous avez dit que j'étais juste le gars des chiffres et que vous gérez les vraies décisions. J'ai dit, utilisant leurs propres mots, chaque phrase comme une frappe calme et délibérée. Je vous ai pris au mot. Je suis dehors. À vous de gérer les vraies décisions maintenant. On dirait que le nouveau partenaire les gère aussi. Ces supplications se sont transformées en colère incohérente, mais je n'ai pas écouté. J'ai raccroché. Les appels ne se sont pas arrêtés immédiatement, mais mes réponses sont devenues plus courtes, plus froides, gérées principalement par mon avocat. Maman et Marc étaient en mode contrôle des dégâts, essayant d'abord de blâmer l'investisseur, puis de me blâmer, avant de sombrer dans les manipulations affectives. Leur désespoir était palpable, un contraste saisissant avec leur arrogance d'avant. Ils faisaient face à de graves conséquences. L'investisseur était désormais essentiellement aux commandes avec sa participation et les preuves de mauvaise gestion. Des batailles juridiques se profilaient et l'entreprise était en péril, risquant potentiellement la faillite ou une vente forcée sous de nouvelles conditions. Au fur et à mesure que les retombées juridiques et financières se déroulaient, la vérité plus profonde derrière la mauvaise gestion commença à émerger. Ce n'était pas que des erreurs récentes. Mes dossiers soigneusement tenus, combinés à l'audit professionnel de l'investisseur, ont révélé un schéma de décisions financières douteuses et de dettes cachées remontant à plusieurs années, antérieures à l'accord avec le nouveau partenaire mais aggravées par celui-ci. Il s'est avéré qu'un trou financier important du passé, que j'avais aidé à colmater sans le savoir avec mon propre argent des années auparavant, était plus profond que je ne le pensais, et maman et Marc avaient lutté pour le garder caché, cherchant désespérément un nouveau partenaire pour injecter des fonds sans révéler la situation réelle. Le nouveau partenaire avait probablement reçu la promesse d'une situation financière plus saine qu'elle ne l'était réellement, et la découverte de l'investisseur a tout fait exploser. Ce n'était pas seulement un échec de gestion. C'était une tromperie de longue date, partiellement masquée par mes renflouements financiers constants. Peut-être que cela était même lié à la promesse rompue concernant la valeur future de mes 40% de part. Peut-être qu'il savait depuis toujours que l'entreprise avait ses problèmes sous-jacents et que ma part ne valait pas ce que grand-père avait prévu ou ce qu'il m'avait laissé croire. La source de la preuve évidente, ma documentation, l'expertise de l'auditeur, et peut-être même un discret signalement d'un employé de longue date loyal envers moi ou lassé des pratiques de maman et Marc, un allié inattendu qui avait vu venir les choses et savait que mes dossiers étaient la clé. L'effet social en chaîne fut douloureux mais aussi révélateur. Certains membres de la famille ont cru à la version de maman et Marc, me dépeignant comme un fils cruel et avide qui les avait abandonnés. D'autres, en particulier ceux qui avaient été témoins de mes années de soutien silencieux ou qui avaient entendu des rumeurs sur les difficultés de l'entreprise, m'ont offert un soutien hésitant ou sont simplement restés silencieux, prenant de la distance avec le drame. Mon véritable réseau de soutien est devenu Claire, mon avocat, professionnel mais aussi sincèrement soucieux de mon bien-être, et des amis extérieurs à la famille qui validaient mes sentiments et mes actions. Ils m'ont rappelé que la famille ne se résume pas au sang. C'est une question de respect, de confiance et de soins mutuels. Ils étaient ma nouvelle définition de la famille. Mon parcours de guérison a été long et non linéaire. L'adrénaline est retombée, laissant place à une profonde tristesse. J'ai pleuré non seulement la perte de ma part dans l'entreprise, mais aussi celle de l'idée de la famille à laquelle j'avais aspiré. Il y a eu des moments de colère, des moments de doute, mais ils ont toujours été contrebalancés par le souvenir du message vocal, de la photo Facebook, des mots de Marc, et des preuves froides de leur tromperie. J'ai appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, ce n'est pas de se battre pour une place où l'on n'appartient pas, mais de se protéger et de partir. J'ai posé des limites claires. Je n'acceptais les appels que s'ils étaient programmés, toute communication passait par mon avocat, et je refusais de parler de l'entreprise ou du passé. C'était difficile, surtout avec maman, mais nécessaire pour ma propre santé mentale et ma reconstruction. J'ai dû accepter que la relation que je voulais avec eux était impossible. Les leçons sont maintenant gravées en moi. L'importance vitale des limites, même avec la famille, la différence entre l'obligation et l'amour sain, le pouvoir du respect de soi et de savoir quitter les situations toxiques, la force que l'on trouve dans la vérité et le fait d'assumer son histoire. J'ai aussi appris qu'être le type qui a l'argent n'était pas une faiblesse ni juste une étiquette. C'était une compétence qui m'avait finalement permis de me protéger et de révéler la vérité. J'ai perdu une entreprise, et peut-être une certaine idée de la famille. Les cicatrices restent, rappel du prix payé. Ma relation avec maman et Marc est fracturée, peut-être irréparable au sens conventionnel. Mais j'ai gagné ma liberté, mon respect de moi-même, et une vision plus claire de qui je suis et de qui est ma véritable famille, les personnes qui me valorisent, pas seulement ce que je peux leur apporter. Le poids que je portais depuis des décennies sans même m'en rendre compte s'est soudainement envolé, laissant une douleur, mais aussi une incroyable légèreté. Signer ces papiers ne signifiait pas seulement la fin d'un lien professionnel.
C'était la signature de ma propre déclaration d'indépendance. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour l'histoire de ma famille, mais c'était le début de la mienne. C'était douloureux. C'était chaotique. Mais avec le recul, debout ici sur mon propre terrain, solide sous mes pieds pour la première fois, je sais que j'ai fait le seul choix possible. Parfois, les limites les plus difficiles à poser sont avec les personnes qu'on aime le plus. Et vous, qu'auriez-vous fait ?